spéciale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Joliba TV News. Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la visite africaine du président Emmanuel Macron. Quelle analyse géopolitique? Pour en parler, nous recevons pour vous un spécialiste des relations internationales, spécialiste de ces questions internationales, notre invité Ibrahima Soumaré, ancien ambassadeur du Mali en Turquie. Excellence, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Ah, tout le plaisir est pour moi. Oui, déjà, la géopolitique, pour en parler chaque fois, c'est vous. Ah ben, il y a éclairé aussi au Mali. Hein? Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci. Voilà, toujours renouvelée. Donc, la visite d'Emmanuel Macron, on a vu le président Emmanuel Macron qui a fait une visite un peu au Cameroun. Et au Bénin et puis aussi en Guinée-Bissau. Voilà. Est-ce qu'on peut comprendre un peu le choix de ces trois pays? Alors, d'abord, la visite d'Emmanuel Macron, du président français, coïncide avec une période où, au niveau de certains pays africains, pour ne pas dire tous les pays africains, il y a un engouement de la jeunesse pour une sorte de changement de rapport entre les pays africains, les pays francophones, les pays africains en général, et la France. Autrement dit, il y aurait comme une sorte de sourd désir de vouloir remettre les choses sur la table. Alors, le choix du Cameroun est un choix symbolique, dans la mesure, comme vous le savez, le Cameroun a connu dans les années 50 une grande guerre de libération, on peut dire ça ainsi, avec des exactions qui ont été commises quand même par l'armée française au temps colonial, des assassinats ciblés. Alors donc il y a un problème de rejoindre quelque part la mémoire quelque peu ensanglantée d'un peuple qui, pour son émancipation, s'est jeté dans la lutte anticoloniale. Donc que ce soit du Cameroun, en dehors également du fait qu'il fait frontière avec la Centrafrique, ouais, qui est un lieu où la Russie, une autre puissance, est très active, et active parce que c'est un choix d'armes. Les Centrafricains étaient arrivés à un point où il leur fallait des armes, et c'est par d'ailleurs le Conseil de la France que le président centrafricain s'est rendu en Russie. Ça, on le dit pas souvent. Alors, également, l'autre choix, c'est le choix du Cameroun, du Bénin. Du Bénin. Alors, le Bénin, vous savez, depuis un certain temps, le président français et puis certains intellectuels africains se sont lancés dans ce qu'on appelle la récupération un peu du patrimoine culturel. Les masques, etc., les tableaux qui ont été pillés par la période coloniale et qui se sont retrouvés dans les musées de l'Hexagone. Donc il y a ça, mais en dehors de ça également, c'est le Bénin fait partie de ce qu'on appelle les pays du Golfe de Guinée. Okay. Et là aussi, pour prévenir, même pas pour prévenir, pour lutter contre la menace des groupes armés violents, les Béninois ont considéré qu'il leur fallait l'accompagnement, le président Talon l'a dit clairement, de la France. Donc, il y a un symbole de refaire la mémoire par rapport à la lutte anticoloniale, un autre temps qui est pour une sorte de culture, de revenir à la culture pour les Béninois, et au niveau de la Guinée-Bissau, alors là c'est la CEDEAO, il est président de la CEDEAO, le président de la Guinée, il est devenu le président de la CEDEAO, oui, et histoire de remettre le lien de coopération que les Français veulent avoir avec la CEDEAO, okay, et qui suscite beaucoup d'interrogations. Oui, oui, parce qu'on a vu le président Emmanuel Macron, lors de cette visite, a beaucoup parlé de la Russie. Est-ce que quelque part on n'est pas dans une nouvelle reconfiguration, peut-être géopolitique, géostratégique? Exact.
En réalité, si j'avais une expression à utiliser, j'allais dire que la tournée de Macron a été malianisée. Autrement dit, la question du Mali, du choix stratégique que les autorités maliennes ont pris aujourd'hui et maintenant, interroge ou alors indispose quelque part la France qui était dans une période de lutte, d'influence et géopolitique avec la Russie, avec les événements d'Ukraine, et également avec le vote que la plupart, une grande majorité d'États africains se sont abstenus au niveau des Nations Unies pour ne pas condamner ou pour ne pas s'opposer à la politique russe faite en Ukraine. Donc, il s'agissait, comme pour lui, et puis de façon quelque peu péremptoire, si vous voulez mon sentiment, de remettre pour lui les choses à l'heure, disait-il, pour nous sensibiliser sur un impérialisme russe, qu'on connaît peut-être mieux l'impérialisme français, et des dangers que cela peut représenter pour nos pays. Oui, le Mali n'a pas été oublié non plus. Hein. On a vu le président Emmanuel Macron qui parle même, je cite, de problème Peul au Mali. Donc là, il a fait carrément, on peut dire, hors sujet. Non seulement il a fait hors sujet, mais il y a des réminiscences. Vous savez, la question du Rwanda est toujours actuelle. Et la mémoire est là. Et les plaies, même s'il y a eu un grand effort du président rwandais pour essayer de penser les plaies demeurent. Et je crois que susciter ce genre de choses, de discours dans un pays devant un chef d'État, surtout président en exercice de la CEDEAO, c'est à la fois une contre-vérité par rapport à l'histoire du Mali, premièrement, et du point de vue diplomatique, un manque de retenue par rapport au président de la CEDEAO qui malheureusement n'a pas quand même réagi. J'aurais attendu une réaction pour expliquer qu'en Afrique, l'image que les Occidentaux, que certains Occidentaux ont, une pléiade d'ethnies qui passent leur temps à se frapper dessus parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'on appelle le vivre ensemble, est une illusion et une fausseté réelle. Okay. Mais Macron, quand il est venu, avait parlé de politique de rupture par rapport à l'Afrique. Il dit qu'il ne va pas être dans la continuité. Oui, mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce changement de cap? Je crois que les questions africaines sont prises de façon avec un esprit, pour ne pas utiliser un terme un peu galvaudé, avec un esprit, j'allais dire, un peu condescendant, paternaliste, néocolonial. Donc, on vient, on se tarde des bonnes idées, on se dit, bon, avec moi, ça va changer, avec moi, il n'y aura plus de France-Afrique, avec moi, je vais convoquer la société civile africaine, les amener à Montpellier, comme si j'étais le gouverneur général de l'AOF. Alors, et finalement, on tombe dans les mêmes travers, parce que c'est la structuration, peut-être, de la stratégie politique de la France vis-à-vis de nos pays, qui appelle à être remanié. Okay. Sinon, l'Afrique, les États, nous ont la possibilité d'avoir des relations avec toutes sortes de puissances, toutes sortes de pays. Au Mali, en République centrafricaine, on peut constater un peu partout en Afrique, il y a un sentiment anti-français qui se développe de plus en plus. Est-ce que pour vous, il se justifie? Alors, ce sentiment anti-français, je crois que déjà, juste avec la visite du président français, il y a eu des expressions qui poussent au renforcement du sentiment anti-français. On a cette volonté à vouloir, par exemple, nous dire qu'on n'avait pas à ne pas nous abstenir à l'Assemblée générale de l'ONU. C'est paternaliste. Pas je ne crois pas qu'il y a peut-être même des canaux diplomatiques ou protocolaires pour ça, mais comme ça, dit tout de go devant un chef d'État et en terre africaine, ça c'est déjà un manque de considération que les jeunes, que la population malienne, que les intellectuels ont perçu. Cette visite semblait un peu, pour ne pas dire beaucoup trop, teintée, pas en tous les cas d'arrogance, en tous les cas surtout d'amertume de voir que certains pays africains que je tenais, je parle par exemple du Sénégal, se sont abstenus lorsque nous, on souhaitait qu'ils votent
pour les sanctions contre la Russie, alors que cette guerre d'Ukraine ne les concerne pas directement, c'est en Europe, même si on a un problème de blé, un peu d'énergie également. Ok. Parlons maintenant de l'intervention du président Embalo, hein, Umaru Sissoko Embalo, le président en exercice de la CEDEAO, le président de la Guinée-Bissau, qui clairement a dit que par rapport au coup d'État, qu'il y a un projet d'une force, hein, voilà, force anti-putsch sur la table. Bon, lui-même, bon, la Guinée-Bissau, c'est un pays assez troublé. Est-ce que pour vous, c'était bien inspiré? Non, c'était non seulement pas bien inspiré, mais même cette idée. D'abord, je ne vois pas comment, au sein de la CEDEAO, cette entreprise-là peut être faite, premièrement. Deuxièmement, du point de vue protocolaire, du point de vue diplomatique, le dire devant un chef d'État extra-africain, c'est problématique, mais le plus grave, c'est que si jamais, par extraordinaire, je dis bien par extraordinaire, parce que je n'y crois pas, cette force venait à être mise en place, le problème, ce n'est pas de lutter contre les coups d'État, le problème, c'est de prévenir les causes structurelles qui provoquent les coups d'État. Okay. Donc, on aurait pu comprendre des actions de prévention. Alors pour ça, c'est les corps sociaux africains qui doivent être consultés, c'est les déviations au niveau de la gouvernance qui doivent être combattues. Alors il faut faire un travail en amont, okay, pas en aval. Okay. Et faire une intervention dans un pays africain, dans quel cadre? Alors il y a un problème de souveraineté et on a déjà suffisamment à faire avec le péril des groupes armés terroristes pour avoir encore à faire avec des interventions à la biquet de justiciers, okay, au niveau de certains États africains qui vont renforcer les troupes. Cela ne veut pas dire qu'il faut encourager les coups d'État. Cela veut dire tout simplement qu'il faut faire un regard critique sur les causes des coups d'État et faire en sorte non seulement de les réduire, mais mieux de travailler au renforcement des institutions démocratiques. Ok, travailler au renforcement des institutions démocratiques. Aujourd'hui, le Mali, quand on essaye de voir sur le volet sécuritaire, le Mali a choisi un partenaire stratégique, hein, qui s'appelle la Russie, au détriment de la France. Question, le Mali serait-il pris dans l'étau d'une nouvelle configuration politique, diplomatique et stratégique? Alors, d'abord, le Mali, historiquement, depuis le 21 février 1961, le Mali a signé des accords de défense avec l'Union soviétique, pas la Russie, mais avec l'Union soviétique. Et la plupart de nos officiers, notre matériel militaire, provient de là. Mais ensuite, il y a eu véritablement des liens avec la France, hein, surtout dans le cadre de l'opération Serval et l'opération Barkhane et Takuba. Alors, qu'est-ce qui fait que la Russie, qui est dans une stratégie comme puissance actuellement de pénétration en Afrique et un peu partout dans le monde, qu'est-ce qui fait que la France a eu, j'allais pas dire l'incapacité parce que ce serait un peu trop fort, mais qu'est-ce qui fait que la France s'est fait remplacer par la Russie? C'est ça, on doit s'interroger sur ça. Et les luttes d'influence actuellement au niveau mondial actuellement, vous avez des groupes comme la Russie, je mets la Chine dedans, l'Iran, la Turquie, hein, et qui actuellement sont d'un côté, et qui avec l'organisation de la coopération de Shanghai, avec également les BRICS, parce que les BRICS, enfin, je vous rappelle que les BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Bon, ils constituent une alliance de pays nationaux qui veulent faire autre chose sur ce monde-là, qui veulent régir le monde d'une autre façon. Alors maintenant, si dans ce bloc occidental, avec l'histoire de la Libye et puis l'histoire de certaines interventions, comme en Irak, comme en Syrie, font qu'il y a des appréhensions, il y a des interrogations, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des changements géopolitiques. Mais en diplomatie, rien n'est figé. Tout bouge, tout peut arriver, tout peut se refaire.
Alors maintenant, c'est la capacité des dirigeants d'enclencher les processus. Ils le font à leur manière pour pouvoir décider les contours de l'évolution diplomatique et stratégique du Mali. Oui, parlons maintenant de la recrudescence des attaques terroristes au Mali depuis un certain temps. Nous assistons à la multiplication des attaques terroristes un peu sur le territoire national. Pour vous, qu'est-ce qui explique un peu ce phénomène? Alors ce phénomène, d'abord, Zahraoui déjà a été tué. Il ne faut pas croire que le système Al-Qaïda va disparaître premièrement, mais deuxièmement, il faut peut-être s'interroger sur la nouvelle stratégie qu'il va y avoir. C'est vrai que toutes ces organisations comme le GIM qui nous préoccupe ici au niveau du Mali est affilié à ce mouvement-là, mais il faudrait déjà, à partir d'aujourd'hui, anticiper sur ce qui va se passer. C'est des organisations qui sont apparentées, mais qui ont une certaine autonomie et qui ont une certaine densité d'évolution. Alors, concernant le Mali, je peux le mettre en rapport aussi avec la capacité de projection de l'armée malienne qu'on a constaté ces temps-ci, dû à un équipement, à un entraînement, etc. Et qui fait que maintenant, ces mouvements ont pris comme stratégie, non seulement de faire en sorte que cette armée ne vienne pas occuper leur terrain, où le trafic se fait radieusement, et où il y a un contrôle également de peut-être des ressources. Il faut qu'on s'interroge pour savoir si des ressources ne sont pas même exploitées par eux, même par État camouflé. Alors, et également, cette capacité qui veulent nous montrer une capacité de guerre psychologique qui feront que, même au niveau des centres urbains, périurbains ou dans la campagne, qu'on tombe dans ce qu'on appelle la terreur psychologique, on n'est plus en sécurité où qu'on se soit. On est dans un embouteillage, on commence à penser à autre chose. Alors, cette capacité qu'ils croient pouvoir avoir à apeurer les gens, parce que c'est ça, c'est une technique, la meilleure technique dans ces genres de guérilla violente, et surtout lorsqu'ils sont harcelés et battus dans leurs derniers retranchements, c'est de se déporter là où il y a le centre de pouvoir et créer le trouble. En créant le trouble, on crée ce qu'on appelle une désorganisation même du système sécuritaire et du système, et on crée une panique au niveau de la population. Alors, on peut se féliciter de voir que, on le constate, qu'il y a une certaine retenue, une maturité, mais cette retenue et cette maturité doit aller jusqu'à continuer à ne plus pas, on ne le fait pas, faire de l'amalgame. Hein, parce que lorsque vous voyez d'ailleurs le profil de la plupart de ces gens-là, ils viennent de tout horizon. Hein. C'est pas seulement du Mali, c'est pas de telle ou telle ethnie, etc. Donc, il faudrait continuer à garder cette cohésion sociale, renforcer l'armée, renforcer le renseignement et surtout maîtriser la communication en temps de guerre, de conflit. C'est très important, la maîtrise de la communication. Aussi bien au niveau de la hiérarchie militaire, bon, ça se fait, mais surtout au niveau des réseaux sociaux. Ok. Mais parlons maintenant de la MINUSMA aussi. Hein, depuis un certain temps, des voix s'élèvent pour demander le départ de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Quel est votre regard sur ce sujet? Déjà, vous savez, même lorsque j'ai eu l'honneur d'être aux affaires, le Mali a toujours voulu qu'on revoie un peu le statut de la MINUSMA, le chapitre dans lequel la MINUSMA évolue. Ici, il ne s'agit pas de faire de l'interposition, il s'agit ici d'imposer la paix. Et c'est cette conception-là que toutes les autorités d'ailleurs ont eu, hein, depuis de Feu Ibeka jusqu'à ces autorités-là, ont eu. Alors, le sentiment maintenant, c'est que cette MINUSMA, on se demande si elle sert à quelque chose, dans la mesure où les attaques continuent, dans la mesure où là où ils vont, les gens se sentent même en insécurité. Oui. Et je crois que c'est ça la problématique. La problématique maintenant, c'est d'accepter de revoir les objectifs de la MINUSMA, d'accepter de travailler en rapport avec les autorités militaires pour pouvoir imposer cette paix. Et cette paix ne peut être imposée, malheureusement,
Le dernier Conseil de sécurité ne nous a pas suivis dans ce cadre-là. Alors, mais rien n'empêche le Mali de solliciter encore une mission de l'ONU pour ça. Ok, autre crise diplomatique, hein, cette fois-ci entre le Mali et la Côte d'Ivoire, hein, l'affaire de 49 militaires ivoiriens que Bamako qualifie de mercenaires. Bamako qualifie de mercenaires et les Ivoiriens qualifient de militaires. Donc on est bien parti pour être dans une sorte de guerre, un peu de communication. Dans ce cadre-là, je crois qu'une des choses les plus importantes, c'est que la lettre du 12 juillet des Affaires étrangères du Mali a permis à la MINUSMA de donner des éclaircissements qui, je crois, permet aux autorités maliennes, je crois que c'est comme ça qu'ils le gèrent, d'avoir une bonne religion sur ce qui s'est passé ou ce qui est. Et actuellement, il y a une commission, je crois, qui va se mettre en place ou qui est en train de travailler pour redéfinir un peu la mission, cette mission-là. Qui fait quoi, qui est quoi, comment est quoi. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays, surtout en période d'insécurité générale, même en dehors même de l'insécurité, l'aéroport, c'est un lieu stratégique extrêmement important. Vous ne maîtrisez pas votre aéroport, vous ne maîtrisez pas la sécurité de votre pays. Mais j'ai bon espoir que les consultations diplomatiques qu'on nous a proposées et qu'on a acceptées du côté du Togo, malgré quelques problèmes, vont aboutir à vider le contentieux. À vider le contentieux, on l'espère vivement. Et revenons maintenant sur les relations entre la Russie et la France. Est-ce qu'on peut attendre à une normalisation des relations entre ces deux pays? Bon, vous savez, il y a une société russe qui s'occupe d'énergie et qui travaille un peu avec EDF France. Hein, ils ont des actions. Il faut faire très attention. Bon, je crois que le plus important, c'est que la posture, si vous voyez au niveau de la classe politique française, vous avez des leaders qui ont compris qu'il faudrait peut-être revoir le positionnement par rapport à l'Ukraine. Alors je crois que les Russes en font une fixation historique, puisque, comme vous le savez, hein, l'Ukraine, la Biélorussie, ça c'est quelque chose qui tient à cœur à Poutine. Poutine n'a jamais accepté le fait que Lénine ait fait de l'Union soviétique une fédération, en permettant à certaines nationalités d'avoir leur république. Ça, c'est une conception que Lénine voulait. Staline avait mis un peu d'ordre au niveau de l'Ukraine, et c'est ça que Poutine veut. Alors, maintenant, il faudrait que, tant que les Français ne renouent peut-être pas, renouent avec la conception gaulliste au temps où ils sont sortis de l'OTAN, tant qu'ils ne renouent pas avec ça, et qu'ils aient une position beaucoup plus mesurée par rapport aux injonctions de la puissance américaine, je vois mal comment les choses pourront évoluer. Entre les deux pays. Et pour le Mali et l'Afrique, est-ce qu'il faut peut-être être dans la politique de non-alignement? La politique de non-alignement, c'est dans notre ADN. Nous, même si on n'était pas à la conférence de Bandung d'octobre 1955, on était quand même à la conférence de Belgrade. Et de la belle manière, le Mali, de la très belle manière, le 7 septembre, c'était nous qui étions à Belgrade. Le président Modibo Keïta a joué un très grand rôle dedans. Et actuellement, on a parlé tantôt des BRICS, hein, de ces pays-là qu'on dit émergents, alors que c'est des grandes civilisations, c'est des grands empires, comme le Mali est un grand empire, donc on a tout le poids culturel pour devenir des BRICS. Alors ces BRICS-là reprennent quelque peu les arguments du non-alignement, c'est-à-dire que nous ne voulons pas être, et je crois que c'est ça que le Mali doit avoir, nous ne voulons pas être la roue de secours ou alors être le réceptacle dans lequel les conflits de convoitise de puissance se font. Et ça, on doit rester arc-bouté sur cette orientation politique. Ok, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. La géopolitique, hein, la tournée africaine d'Emmanuel Macron, et donc ça c'est notre thème. Quelle diplomatie pour l'Afrique pour finir? Alors,
quelle diplomatie pour le Mali, parce que je crois que le centre névralgique de l'Afrique se dessinera ici au Mali. Je crois toujours à la phrase du président Modibo Keïta qui disait que le jour, toutes les idées qui sont conçues, développées et animées au Mali viendront irriguer tous les pays de la sous-région. Il a dit au stade Mamadou Konaté, et ça c'est en 62, le 31 juillet. Et ça c'est très important. Okay. Alors, d'ailleurs c'est tellement vrai que l'AVA qu'on dit panafricaniste en Afrique a comme référence toujours le Mali, en bien ou en mal. Mais en tous les cas, ils ont comme référence le Mali. Et également, ce pays-là, je crois aura encore à donner ses lettres de noblesse dans la mesure où elle est imbue de cette culture africaine, d'abord, à cause des civilisations qui se sont établies ici, et également du point de vue géopolitique et diplomatique, nous avons eu à travailler dans ce sens-là. On a eu l'Union africaine avec le président Alpha Konaré, on a eu l'OUA avec le général Moussa Traoré en 1989, de 88 jusqu'en 89. Alors, et également, on a quand même le président Amadou Toumani Touré, donc nous avons le président Ibeka même. Oui. Hein, alors, donc, nous avons toute une culture et je suis sûr que c'est cet habillage-là que nous portons et qui fera que l'Afrique va constituer, on va créer ce qu'on appelle le tripolaire. Le monde ne sera plus bipolaire, il sera tripolaire parce que l'Afrique va se réveiller et nous allons être aux avant-postes de ce réveil de l'Afrique. L'Afrique va se réveiller hein, et nous serons hein, aux avant-postes pour le réveil de l'Afrique. Merci. Merci. Ibrahima Soumaré, hein, vous êtes spécialiste des questions internationales, ancien ambassadeur du Mali en Turquie. C'était un plaisir hein, de partager cet entretien avec vous qui portait sur géopolitique, la tournée africaine de Emmanuel Macron. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission spéciale que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Djoliba TV News. Au revoir. Édition spéciale.